Mesdames et messieurs, bonsoir. On parle un peu plus de 7000 langues à travers le monde. 30% de ces langues se parlent en Afrique. Cela fait environ 2000 langues. On nous apprend aussi que d'ici la fin du siècle, la majorité de ces langues disparaîtra. Maintenant, ramenons la chose à la Côte d'Ivoire. On enseigne l'anglais, l'espagnol, l'allemand et de plus en plus le chinois, le japonais et l'arabe. Mais sur la soixantaine d'ethnies en Côte d'Ivoire, aucune de ces langues n'est enseignée officiellement. En tout cas, on n'y va pas aux examens avec. Qu'est-ce qu'on veut donc? Voici ce qui nous a fait lancer un cri de détresse. Au secours, la Côte d'Ivoire perd ses langues. Au cours de cette émission, nous nous poserons les questions suivantes tour à tour. Les langues ivoiriennes, pourquoi faire? Quand je perds une langue, je perds quoi d'autre? Et enfin, comment les sauver, nos langues? Pour en parler ce soir, nous avons réuni sur le même plateau le professeur Firmin Aoua. Il est le directeur de l'Institut de linguistique appliquée à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Yao Ido, le représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Monsieur Kwasi Adoua, président fondateur de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Et enfin, Madame Assiata Sissé Diaby, coordonnatrice du projet École intégrée au ministère de l'Éducation nationale. Bonsoir à tous et merci surtout de nous apporter votre expertise. Avant de commencer, les premières images que vous allez voir, les langues maternelles, il faut le dire nettement, sont en voie de disparition. Si elles sont parlées couramment au village, c'est là qu'elles s'arrêtent souvent. Il est aujourd'hui rare de trouver un foyer dans nos villes où l'on parle régulièrement une langue maternelle. Quelle en est la raison? Des éléments de réponse avec Herman Niamien. À Abidjan, tout comme dans les autres villes de la Côte d'Ivoire, tous les enfants parlent le français au détriment des langues maternelles de leurs parents. Même ceux qui le souhaitent ont du mal à les apprendre. Le faisant, les enfants imitent leurs parents qui eux-mêmes évitent de parler en public des dialectes locaux par crainte d'être considérés comme des personnes non civilisées. Mais qu'est-ce qui a occasionné tout ce dérapage? Les parents ont démissionné d'un côté et c'est le fait des enfants même. Aujourd'hui, ils manipulent tous l'Internet. Ils disent qu'ils ont évolué. Évolué par rapport à quoi? C'est une relation réflexive ou bien c'est une relation transitive? Moi, je ne sais pas. Parce que évoluer, c'est parler d'abord sa langue maternelle et avant de parler celle des autres. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des pays, le Cameroun qui s'exprime en Douala, le Sénégal qui parle Wolof, les Burkinabés qui parlent Moré, plus loin, les Congolais qui parlent, pourtant c'est une colonie belge, mais qui parlent Lingala, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les enfants n'ont qu'à faire un peu d'effort. Ah, moi, je ne comprends pas. Moi, on voit, c'est des flemmards. La plupart des familles, les parents vivent à Abidjan, qui n'est pas leur village natal. Or, celui qui vit pendant longtemps au village, c'est celui qui peut comprendre la langue. Ou soit si les parents ont l'habitude de parler leur langue avec les enfants à la maison, c'est ce qui peut pousser les enfants à comprendre leur langue. Et bon, comme maintenant tous les parents parlent le français à la maison, raison pour laquelle les enfants sont habitués, nous sommes habitués, la plupart de mes amis, nous sommes habitués à parler le français. Je suis bêtée des deux côtés des parents. C'est trop dur à comprendre, donc je ne parle pas. Maman ne nous parle pas nos langues maternelles à la maison. Elle essaie de nous apprendre quelques mots, mais on oublie. Papa, bon, il nous apprend seulement que l'anglais et puis le français. Il ne nous apprend pas toujours les langues maternelles ou même paternelles, quoi. C'est maman plus qui nous parle, mais nous parle pas trop les langues de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, selon les chercheurs, il existe une soixantaine d'ethnies répertoriées. Cette diversité ethnique qui devrait constituer une richesse culturelle est aujourd'hui en perdition. Voilà, vous avez écouté ces témoignages. J'ai envie de dire c'est pathétique. Et puis en même temps, on a envie de chercher qui en est le coupable. Professeur, je voudrais commencer par vous, avant même de comprendre. Il y a une confusion dans notre tête souvent. Lorsqu'on parle d'ethnie, on parle de patois, on parle de dialecte, on parle de langue vernaculaire, on va jusqu'à dire cela, langue traditionnelle. Alors, qu'est-ce qui est juste? Il est important de faire de donner une définition précise, parce qu'il y a beaucoup de confusion qui amène aussi au fait qu'on n'arrive pas à savoir combien de langues il y a. La langue, c'est une entité beaucoup plus large qu'un dialecte. Et l'ethnie, c'est l'aspect culturel. Je prends un exemple. Vous avez en Côte d'Ivoire quelques ethnies, mais il y a beaucoup plus de langues. Ça dépendait par exemple le groupe Akan. Le groupe Akan, quand il y a à l'intérieur de ce groupe, vous avez à l'intérieur, vous avez le Baoulé, vous avez les Brié, vous avez le Kamanchan, c'est de dire précisément, vous avez le Mbato, vous avez tout ce groupe à l'intérieur de ces langues-là.
Donc ce n'est pas identique. L'ethnie est différente de la langue. Prenez l'ethnie Sunufo. En dehors de Sunufo, il y a d'autres groupes. Il y a le Tagbana, il y a le Tchebara, il y avait tout ce groupe à l'intérieur, il y a le Lobri. Donc quand on parle de Sunufo, c'est un peu trop grand. C'est-à-dire c'est toute une ethnie, c'est un groupe. Donc il faut faire donc une grande différence très nette par rapport à ça. Deuxièmement, lorsque les gens parlent de... Il y a combien de langues en Côte d'Ivoire? C'est un problème qui est lié à la définition. Prenez par exemple, est-ce que l'Agni est une langue différente du Baoulé? C'est la question. Alors qu'il y a une intercompréhension assez grande. Et puis, quand vous allez dans la zone Krou, c'est encore plus délicat parce que nous avons trouvé 3 grands groupes BT, mais qui ne sont pas intercompréhensibles, même à 30%. Donc on peut parler de 3 langues, parce que le groupe A, B, C qu'on a répertorié, c'est déjà 3, l'intercompréhension est déjà très faible entre ces groupes de langues. Donc on va d'un village BT à un autre BT, ils ne se comprennent même pas. Et quand vous prenez donc, de ce point de vue, donc, la répartition en termes de langue est très difficile. Comme ça va combien de langues il y a en Côte d'Ivoire, il faut définir c'est quoi une langue d'abord. Vous voyez, en général, en Europe, on dit un pays qui a une armée a une langue. Pourquoi? Parce que prenez par exemple l'allemand et prenez l'allemand et puis le néerlandais, c'est des langues qui viennent de la même source et qui sont très intercompréhensibles, plus ou moins. Et pourtant, on parle de 2 langues. Et pourtant, l'intercompréhension est comme l'Agni et le Baoulé. Mais on parle de 2 langues parce qu'effectivement, ils ont une armée. Et donc, la langue fait partie de l'identité. C'est-à-dire que si vous avez un pays, vous devez avoir une langue. Alors, les Abrons, si les Abrons sont une puissance, ils doivent avoir une langue, donc ils ne devront pas accepter un certain dialecte. Alors que le Bron fait partie d'un grand groupe aussi, de langues aussi. Très bien, je vois bien la chose, mais est-ce que quand je dis BT, c'est une langue? Je ne me trompe pas. Si on dit langue, en ce moment, il y a plusieurs variétés à l'intérieur. Alors si on dit BT, on va entendre probablement tous les sous-groupes de langues qui sont affiliés, où il y a intercompréhension. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble... Ça dépend de la décision des experts, des linguistes qui vont dire si ces dialectes font partie du BT. Mais nous savons qu'il y a au moins 3 langues BT que nous avons BT, mais en réalité, il faut être très prudent. Très bien. Monsieur Yaoui, votre avis là-dessus? Le professeur a très bien défini ce que c'est qu'une langue et puis tout ce qui peut aller avec dialecte, etc. Vous savez, souvent pour les promoteurs des langues et cultures africaines, notamment à l'école, un des arguments brandis est toujours le trop grand nombre de langues. Quand on va dans des pays comme le Cameroun, on nous dit qu'il y a plus de 300 langues, etc. Et alors qu'en fait, à y voir de près, il ne s'agit pas de langue, il s'agit de dialecte. Et quand on cible la langue, comme l'a défini le professeur, on se rend compte que ce qu'on appelle langue, c'est un abus de langage et qu'en fait, ce sont des dialectes qui se regroupent et qui forment une langue. Donc, si on cible la langue, on se retrouve à un nombre très réduit qui est donc une certaine unicité de communication, et donc un médium de communication pour une communauté qui partage les mêmes cultures, les mêmes traditions, etc. et qui a leur moyen de communication. Donc la définition que le professeur donne est très pertinente. Monsieur Kwasi Adoua, ça ne vous dérange pas lorsqu'on dit ce que nous parlons, ce n'est pas des langues, c'est des dialectes? Votre avis là-dessus? Oui, je voudrais ajouter à ce que le professeur a dit, que quand on parle de dialecte, le dialecte, ce sont les différentes variantes d'une langue donnée. Et donc, à l'intérieur de cette langue-là, chez nous, par exemple, vous avez la langue bron, mais il y a le mérinzon, qui est un dialecte. Et donc, le dialecte ne pourrait se confondre à la langue. Mais par rapport à la question que vous avez posée concernant la langue vernaculaire, le patois ou la langue véhiculaire, je voudrais indiquer que la langue vernaculaire, c'est une langue qui est parlée au sein de 2 communautés ayant 2 langues maternelles différentes, par opposition à la langue véhiculaire qui vient du mot latin vernaculus, c'est-à-dire indigène. Et donc cette langue-là est parlée au-delà d'une communauté. Mais il faut remarquer que toutes ces langues ont une connotation un peu péjorative, puisque si vous prenez le patois, patois c'était un terme attribué aux langues qui étaient parlées en son temps en France
où est située Lourdes en ce moment, c'est-à-dire à la Massabienne, c'est une appellation qui était attribuée aux langues, aux ethnies qui ne parlaient pas le latin. Donc c'était un peu péjoratif. Et donc le colon l'a ramené à nous. Maintenant, vernaculaire, comme je l'ai dit, c'est relatif à indigène. Donc tout ça pour montrer qu'il y a une différence entre la langue du colon et la nôtre, pour montrer nous attribuer le statut de sous-langue, tout simplement. Madame Diaby, un élément, vous complétez? Oui, bon, je voudrais dire que la langue, en fait, c'est l'outil utilisé par la communauté pour communiquer. Donc la langue, c'est le moyen de communication de la communauté. Très bien. Tout de suite, vous avez écouté les témoignages. Alors, je voudrais qu'on aille dans le sujet maintenant. Pourquoi nos enfants ne parlent pas nos langues, nos ethnies, appelons comme on veut, pourquoi nos enfants ne parlent pas nos ethnies? Par exemple, en Côte d'Ivoire, nos enfants qui parlent français. L'explication, c'est quoi à votre avis? L'explication, les enfants l'ont donnée. C'est parce que les parents même ne parlent pas la langue à leurs enfants. Je pense que c'est ce qui est à l'origine de ce fait-là. Sinon, en milieu rural, on n'a pas ce problème-là. En milieu rural, les enfants ils parlent parfaitement leur langue. C'est surtout en milieu urbain que nous constatons que les enfants ne parlent pas leur langue parce que issus des couples mixtes. On peut les sauver? On peut les sauver. On peut les sauver. C'est tout de suite la faute aux parents. C'est une décision personnelle, décision des parents. Il faut parler la langue aux enfants. Un enfant qui ne parle pas sa langue perd ses repères. Il faut parler la langue à l'enfant. Vous avez dit qu'il perd ses repères. Qu'est-ce qu'il perd véritablement? Parce que la langue, c'est la langue qui définit l'identité culturelle d'un enfant. La langue, c'est l'identité culturelle. Un enfant qui ne parle pas sa langue, culturellement, il perd ses repères. Puisque la culture aussi, ce sont les acquis. Quand je parle français, est-ce que je ne suis pas dans ma culture? Bon, avec votre permission, je voudrais revenir un peu sur les raisons qui ont été évoquées à la télévision tout à l'heure. Oui. Voilà, rapidement. Moi, je voudrais indiquer deux grandes raisons. Il y a des raisons historiques et les raisons modernes. Historiquement, il faut noter que, d'abord, nos langues ont subi un traitement humiliant. Vous vous souvenez encore du symbole qu'on nous mettait au cou à l'école primaire. Et donc, ça nous a donné une mauvaise image de nos langues. Deuxièmement, il faut noter que cela est dû au fait qu'on ait présenté nos langues comme étant, je dirais, la diversité de nos langues comme étant une source de division en Côte d'Ivoire, alors qu'on oubliait que c'est en permettant à chaque peuple de développer sa langue qu'il s'intéressera, sera éduqué et s'intéressera à la vie de la nation. Et en dernier point, il y a le fait que les pays anglophones n'aient pas bénéficié de la même chance. Je dirais plutôt les pays francophones n'aient pas bénéficié de la même chance que ceux des régions anglophones. Parce que dans le Commonwealth, par exemple, qui renferme tous les pays anglophones, le colonisateur lui-même a aidé à la codification des langues. Alors qu'ici, on nous a tout simplement interdit cela. Et puis bon, si on revient à nos jours, il faut dire qu'il y a d'abord la paresse d'esprit de l'Ivoirien lui-même, parce que même quand il sait que c'est une bonne chose, il dit, mais je vais passer combien de temps encore à faire cela? Et donc, moi, j'ai autre chose à faire. Et puis, en dernier point, il y a le fait que la langue n'ait pas de fonction valorisante. Si aujourd'hui, on dit pour aller à l'ENA, il faut parler ta langue, mais les gens vont se bousculer. Donc, s'il n'y a aucune fonction valorisante à la langue, moi, je ne vois pas pour quelle raison il faut s'y intéresser. Donc, ce ne sont pas les parents seuls, à mon avis, qui sont à indexer, mais c'est véritablement tout le monde. D'accord. Monsieur Yaouido, vous voulez réagir? Oui, juste pour abonder dans le même sens, quand madame et le collègue parlent de valorisation de nos langues. Vous voyez, je me suis amusé à parcourir, un collègue à moi faisait du recrutement.
La semaine dernière, il a reçu à peu près 200 CV pour un poste et je me suis amusé justement dans la préparation de votre émission à parcourir les CV et à regarder le volet là où c'est marqué langue. Sur la 200aine de CV que j'ai regardé, 199, il n'y avait qu'un seul. Quand on a mis langue, français, anglais, espagnol, portugais. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait mis Agni. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que nous-mêmes, nous ne considérons pas nos langues comme étant des langues. Et ça, il parle de dévalorisation, c'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'avons-nous fait pour promouvoir nos langues? Il faudrait que, quand on va en Allemagne, je serais heureux, réconforté du moins, si j'étais en France et que j'avais vu ces CV-là, où je voyais français, anglais, allemand, etc., c'est normal. Mais venu dans le contexte africain, il aurait été mieux qu'un travail eût été fait pour que, également, on mette sur nos CV Agni Baoulé. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pouvoir accéder à une fonction avec cette langue. Il parlait du fait que si on avait mis que pour aller à l'ENA, il fallait parler sa langue. Forcément, on allait voir la nécessité de promouvoir cette langue-là. Et j'enchaîne avec, dans le témoignage, il y a un monsieur qui a dit que les enfants aujourd'hui, ils sont tous sur Internet, ils sont évolués, donc ils ne veulent pas entendre les langues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous interpelle. Nous devons traduire nos langues dans le langage informatique. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne peuvent plus faire sans Internet. Et si on veut que nos langues soient attrayantes, il faudrait que nous puissions, et c'est possible, traduire nos langues dans le langage informatique et faire en sorte que les structures comme Microsoft et autres développent des logiciels dans nos langues de manière à ce que celui qui ne sait pas lire en français et qui sait lire en Agni ou bien en baoulé, sache que sur Internet, il peut surfer sans aucun problème. Donc, il y a toute cette dimension-là qui est fondamentale. Il y a des choses à faire dans ce sens. Professeur, votre avis sur la question? Oui, sinon, le problème, il est vraiment profond. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas parler la langue, quand les enfants l'ont dit, les parents ne veulent pas l'utiliser? Parce qu'ils ne voient pas l'importance économique. Vous avez un enfant qui parle le baoulé, vous vous dites, mais où est-ce qu'il va aller avec ça? Est-ce qu'il peut trouver du travail avec ça? Est-ce qu'il peut se valoriser? Est-ce qu'il peut avoir un avenir avec cela? Voilà le véritable problème que l'on rencontre dans beaucoup de familles. Donc il y a une peur que ça ne bloque l'enfant et qu'il ne voit pas de perspective. Et par contre, là, ce que nous voulons, votre émission vient à point pour clarifier certaines choses. Il y a un manque de culture et de compréhension de ce qui se passe. Je vais avoir l'occasion d'en parler largement. Quand on apprend une langue, d'abord, on a vu Mme Diaby va le dire d'ailleurs en détail, les recherches qui ont été faites au Burkina et ailleurs ont montré que les enfants apprennent mieux et plus facilement quand ils apprennent dans la langue maternelle. Des statistiques existent qui ont montré que les enfants, quand ils commencent le maternel en préscolaire, à partir du CE2, ce que les autres enfants font au CM2, ils le font déjà au CE2. Comme on dit à la mathématique, à un plus haut niveau. On a fait des recherches expérimentales qui l'ont prouvé. C'est-à-dire que les Russes l'ont dit que les handicaps des Africains, c'est d'avoir deux blocages au moins d'apprendre la science. Ils ont leur langue à apprendre et ils ont une nouvelle langue à apprendre, le français. Et ensuite, ils ont une nouvelle matière à apprendre. Donc déjà, c'est un blocage extrême. C'est ce qui explique d'ailleurs que l'Afrique pourra moins arrêter. Ensuite, il y a d'autres phénomènes qui existent encore. Mais le premier moment, c'est de faire comprendre aux parents que les enfants sont gagnants au premier plan au niveau de l'acquisition de la science. Deuxièmement, au niveau économique, il y a une volonté politique qui est nécessaire. Si, comme l'a dit le monsieur Adoua l'a dit, si les enfants savent qu'à l'examen au CP ou à l'examen de troisième, c'est-à-dire au BP, si on leur demande que s'ils font une performance au bac dans leur langue, il y a un examen pour la langue, vous allez voir que ça va changer. Si au bac on leur demande un examen dans leur langue, ça va automatiquement changer. S'il n'y a pas de fonction valorisante, il n'y a évidemment pas d'intérêt. Donc c'est pour ça que nous, notre fonction, et aussi dans le cadre de l'UNESCO, c'est d'encourager la volonté politique, que c'est nécessaire, que chaque nation fasse un effort pour permettre l'acquisition rapide de la science. Sans la science, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de nation. Donc c'est très important. C'est pour ça que votre débat va toucher le problème clair. Pourquoi ils ne veulent pas, les parents ne veulent pas? Il y a une peur, il y a un manque d'information. Il faut leur expliquer. D'accord. Voilà. Madame Diaby, vous êtes de plus ou moins interpellée. Est-ce que c'est démontré qu'un enfant qui comprend sa langue va plus vite que celui qui ne la comprend pas? Effectivement, un enfant qui apprend dans sa langue apprend plus facilement. Là, il a accès,
l'acquisition du savoir est rapide. Parce que l'enfant, en milieu rural, je prends l'exemple du milieu rural, puisque en milieu urbain, la langue maternelle le français devient la langue maternelle. Je prends un exemple d'un enfant en milieu rural. En milieu rural, l'enfant, dès son bas âge, est habitué à parler sa langue maternelle. Donc, ça vient naturellement, il parle sa langue maternelle. Et quand il va à l'école, qu'on lui enlève son parler naturel, ça constitue un blocage au niveau de l'enfant. Parce qu'il faut d'abord comprendre ce qu'on dit avant d'avoir accès au savoir. Alors qu'avec l'enseignement dans la langue maternelle, l'enfant a accès automatiquement au savoir. Moi, je ne perçois pas toujours parce que le petit garçon qui a commencé à apprendre tout en français, quand il est à l'école, il est dans sa langue. En principe, il ne doit pas avoir de problème. J'ai envie de dire qu'il ne paie rien par rapport à l'autre qui comprend d'abord son ethnie avant d'apprendre le français. Bien au contraire, celui qui doit avoir des problèmes, c'est celui qui comprend son ethnie. Parce qu'il a traduit tout cela. Là, je parle de la première éducation pratiquement. Oui, c'est justement pour ça que le PEI intervient en milieu rural. Parce que c'est en milieu rural que se pose le problème de l'acquisition du savoir. Puisque l'enfant en milieu rural, c'est ce que je disais tantôt, il ne parle pas le français. Tout à fait. Il ne parle pas le français et l'entrée brutale du français fait que l'enfant a un blocage. C'est pour cette raison que nous, voilà, d'un registre à un autre. Et ça constitue un blocage pour l'enfant. Et c'est pour lever ce blocage-là qu'il y a eu la création du projet École intégrée pour aider nos enfants à avoir accès facilement au savoir. L'école intégrée, comment est-ce que ça fonctionne? L'école intégrée fonctionne en zone rurale. C'est une structure qui dépend de la direction de la pédagogie et de la formation continue. Et il y a eu plusieurs expériences, notamment le projet Nord et aussi le CESIN, qui est l'ONG Savane et Développement sous la houlette du professeur Saliou Touré, où on a fait l'enseignement, on commençait par la langue maternelle. L'acquisition du savoir se faisait à partir de la langue maternelle. Et c'est ces résultats positifs que nous avons eus qui ont permis de créer le projet École intégrée qui intervient en milieu rural. En fait, on ne fait pas disparaître le français, puisque l'enfant commence au préscolaire dans sa langue, mais à partir du CP1, il y a l'introduction progressive du français. Progressif, vous avez dit. Progressif, vous évitez que ce soit brutal. Progressif, voilà. On évite que ce soit brutal comme avec le français. D'accord. Monsieur Kwasi Adoua, vous, langue maternelle, académie, langue maternelle, vous êtes confronté au même problème? Je ne sais pas exactement de quel problème vous parlez, mais en tout cas, permettez-moi de rebondir un peu sur la question de l'intérêt. Alors, moi, ce débat qui a eu lieu tout à l'heure me fait rappeler une des citations du professeur Jérémy Kouadio, qui est doyen de l'UFR de langue, littérature et civilisation de l'université de Cocody, qui disait que le jeune Africain est le seul à qui, une fois à l'école, on dit « ne sois pas ce que tu es ». Et à force de se refaire à l'image d'une autre culture, finalement, il est fatigué et il ne peut plus créer. C'est pourquoi, en Afrique noire, vous vous rendez compte que, quand on fait le point des brevets, nous sommes les derniers. Mais la question est simple. Mais un enfant qui va à l'école, tout ce qu'on lui apprend dans la vie courante, dans son environnement immédiat, quand il va à l'école, c'est ça qu'on lui apprend. Mais il faut être idiot pour ne pas exceller. Or, ici, ce que l'enfant voit tous les jours autour de lui est différent de ce qu'on lui apprend à l'école. Donc, on est obligé de le chicoter pour que ça puisse rentrer dans sa tête. Mais en France ou en Occident, l'enfant qui va à l'école, mais ce qu'il apprend à la maison, quand il va à l'école, c'est ce qu'il voit. Il n'y a pas de difficulté. Qu'on fasse venir un petit blanc ici, mais on se rendra compte que nous-mêmes, nos enfants même font des exploits. Et donc, je pense que la question de la facilitation de l'enseignement ou de l'assimilation des connaissances par rapport à l'utilisation de la langue n'est pas sorcier, n'est pas étonnant. Et d'ailleurs, nos parents nous apprennent que le revers de la main a beau vous servir, il ne peut le faire autant que votre paume.
Très bien. Voilà. Par rapport à cela, justement, nous donnons la parole à M. Yahweh Ido. Vous avez réagi. Oui. Je vais réagir par deux citations, si vous le permettez. Nelson Mandela, qui actuellement, nous le savons, est dans une situation assez délicate, a dit que quand vous parlez à quelqu'un dans une langue que la personne comprend, vous touchez son cerveau. Mais quand vous parlez à quelqu'un dans sa langue maternelle, vous touchez son cœur. Et Stendhal, écrivain français que vous connaissez, a dit que le premier génie de tout peuple commence dans sa langue. Ce sont des citations pour vous montrer encore, si besoin en était, l'importance de la langue. Donc, Nelson Mandela qui parle du cœur et l'autre qui parle du génie, donc la créativité et tout ce que nous faisons, si nous ne le faisons pas dans la langue dans laquelle nous rêvons, dans la langue de nos émotions, nous ne pouvons pas réussir. Il faut donc toucher un organe vital. Exactement. Donc, et j'en viens à ce que Mme Assi bien développé et appuyé par le collègue tout à l'heure. Vous savez, pour nous à l'UNESCO, la langue d'enseignement est d'abord une question de droit de l'enfant. Vous conviendrez avec moi qu'autour de cette table, nos enfants sont nés en ville, ils parlent français, et donc quand ils vont au CP1 le premier jour, ils ne sont pas perdus. Le maître leur parle français, tant mieux. L'enfant de nos oncles qui sont dans les villages, où on leur parle Agni, Baoulé, Sénoufo, Dioula, cet enfant-là, le premier jour, il va au CP1, on lui parle français. Donc il y a une question d'injustice. Le droit des enfants n'est pas... Il n'y a pas d'équité en termes de droit. L'un qui est en ville, on a respecté son droit à l'apprentissage, il apprend plus facilement. L'autre, on viole son droit fondamental, qui est celui d'apprendre dans une langue qu'il connaît le mieux. Et on doit continuer, on doit savoir que l'école, c'est pour construire un savoir. Vous savez qu'un enfant, entre 0 et 5 ans, il a environ 3000 mots dans la langue qu'il parle avec sa mère. Environ 3000 mots. Alors, cet enfant-là, vous le prenez, le premier jour, vous le mettez au CP1, dans une autre langue. Ça veut dire quoi? Les 3000 mots, vous les mettez à la poubelle. Et vous recommencez par le premier mot. Alors que le savoir doit être construit. L'enfant a une expérience avant d'aller à l'école. Il faut construire sur cette expérience-là, qui est la langue, qui sont les cultures. Et là, le processus, comme le disait le professeur et les autres, d'apprentissage se fait plus rapidement parce que vous bâtissez sur un soubassement qui est là, qui est culturel, sur un acquis que l'enfant a. On fait tabula rasa de tout et on veut commencer par autre chose. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons parfois des enfants qui ont des difficultés à l'école. Professeur. Oui, je vois un peu la question que vous avez maintenant dans la tête. Je pense que c'est une question que vous pourriez avoir. C'est que l'enfant africain en zone urbaine qui parle le français que nous avons, est-ce qu'il est destiné à perdre sa langue? C'est l'autre question qui pourrait venir aussi en contrepartie. Puisque là, déjà, en zone rurale, on fait la promotion de la langue maternelle, et en zone urbaine, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, vous avez le collègue de l'UNESCO l'a clairement dit, c'est important de valoriser la langue maternelle. C'est-à-dire que c'est un droit. Et si on ne fait rien, l'enfant qui va arriver jusqu'en 4e, il perdra sa langue maternelle, et ce sera terminé. Or, on sait que l'enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, a une capacité d'apprendre sa langue. Donc, il a une nécessité de tout faire pour l'aider à préserver sa langue maternelle. Parce que s'il la perd, il perd tout. Vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qu'il perd réellement? Je prends un exemple sur la déperdition des langues. Parce que beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi est-ce que si une langue ivoirienne se perd, quel est le problème? D'abord, c'est un problème d'héritage culturel. On perd, si les langues ivoiriennes se perdent, on n'a plus de mémoire culturelle. On n'a plus d'héritage culturel. C'est ça le grand problème. Et prenez l'exemple d'une langue telle que l'Ega. Je crois que si vous la connaissez, c'est une langue qui est parlée en zone Krou, incrustée parmi les Dida et les BT. C'est une langue du groupe Okwa, le groupe Akan, mais qui est en pleine déperdition. C'est-à-dire que si ces gens n'ont plus la langue, on dirait que ce sont des BT, ce sont des Krou. Parce que c'est tout ce qui, parce qu'ils parlent, ils sont tous bilingues, ils parlent le Krou, ils parlent le Dida, sans problème. Ils parlent le Dida et ils parlent le Gula. Alors imaginez l'instant que ces gens perdent les gars, qu'est-ce qui va rester? D'accord. La question va rester suspendue. On va aller au prochain sous-thème en posant justement la question que vous avez posée tout à l'heure. Que perdent-ils ceux qui ne comprennent pas ou qui ne parlent pas leur langue maternelle? Et puis, est-ce que nos langues sont des langues mortes? Herman Niamien nous donne un début de réponse dans son reportage. C'est bien de parler d'autres langues, mais il est encore mieux de comprendre sa langue maternelle et la maîtriser.
parce qu'elle permet de s'instruire, de comprendre mieux sa tradition et même de se soustraire de certaines situations de vulnérabilité. J'arrive quelque part où je vois une situation qui est anormale, je vais interpeller mon frère qui est à côté de moi, je dois parler dans ma langue maternelle pour ne pas que tout le monde sache. Et puisqu'il ne parle pas sa langue, je suis obligé de dire en français et que tout le monde comprendra. En ce moment, on n'a plus de secret. Si on dit il y a la guerre, on va dire il y a la guerre, il ne comprend pas, il est là, il va mourir. Mais c'est vrai, parce que tu ne comprends pas, tu es perdu, tu es chez toi, tu es un étranger. Mais que perdent réellement les personnes qui ne comprennent pas leur langue maternelle? Ils sont déracinés, ils n'ont aucune notion de la culture, de leur vie. Il est nécessaire de mieux maîtriser la langue pour échanger, puisque ça fait partie de nous-mêmes, ça fait partie de notre culture. Il ne faut pas fuir sa culture, donc sa langue. Donc c'est vraiment important de pouvoir maîtriser sa langue pour véhiculer effectivement les messages et se faire comprendre au sein de la famille. Les langues maternelles, bien que négligées de nos jours, constituent la véritable identité d'une personne. Elles permettent de mieux s'intégrer dans la société. Car dit l'adage, il est bon d'avoir la tête dans le modernisme et les pieds dans la tradition. Madame Diaby, vous avez écouté, j'ai envie de vous dire qu'on est dans la pure théorie, on dit beaucoup de choses, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Moi, je regarde les gens tous les jours, celui qui ne comprend pas son ethnie, franchement, je ne vois pas ce qu'il perd, à part qu'il ne parle pas son ethnie. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans le documentaire qui a été présenté tout à l'heure. Quand tu perds ta langue, tu perds ta culture. Donc ça veut dire qu'on perd quelque chose. La culture, quand on perd la culture, qu'est-ce qu'on a perdu? Je vous avoue que quand on rencontre deux personnes, une personne qui parle son ethnie, une personne qui ne parle pas du tout son ethnie, dans leur vie de tous les jours, à moins qu'on vous le dise, vous ne pouvez pas l'imaginer. Moi, je pense qu'on ne perd rien. Si, quand même, on perd quelque chose. On perd quelque chose. Quand on dit, par exemple, que telle personne est sénoufo, si vous